Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Libéraux et indépendants, quelle place dans l'économie nationale? Pour nous en parler, entre autres aujourd'hui, Maître Baba Hadi Cham. Il est avocat au barreau de Guinée et de Paris. Il est également cofondateur et gérant associé de Cham et Associés. Bienvenue. Maître Cham, merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci de me recevoir. Eh bien, vous savez, lorsque l'on pense à des avocats et à d'autres métiers, vous n'êtes pas considéré comme un entrepreneur. Pourtant, vous êtes gérant, fondateur et gérant d'un cabinet d'avocats. Exactement. L'expression que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est que je suis un entrepreneur des prestations intellectuelles. Ah, bien dit. Voilà. Il est vrai que historiquement, dans la société africaine, on a une vision traditionnelle de l'avocat qui va au tribunal, qui porte sa robe, des choses comme ça. Ouais. Mais le métier d'avocat a beaucoup évolué, notamment avec le métier d'avocat conseil, où on accompagne les investisseurs, on les assiste sur pas mal de projets. D'accord. Si on prend par exemple un projet minier, qui a beaucoup d'implications du droit social, du droit commercial, du droit du travail, on est obligé d'avoir une équipe avec soi. On est obligé d'avoir des gens compétents dans tous les socles des différents métiers du droit qui sont impliqués. Et donc c'est comme ça parce que l'industrie du droit représente quand même des milliards de dollars aux États-Unis, en Angleterre, en France. Et donc on est des entrepreneurs comme les autres, à la seule différence que ce qu'on vend, c'est de la prestation intellectuelle. Tout à fait. C'est de la matière grise. Cette réflexion. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que vous avez les mêmes problèmes qu'un entrepreneur normal, hein, excusez-moi, je vais dire normal. C'est-à-dire qu'on parle de ressources humaines, on parle de... Qui dit ressources humaines dit peut-être renforcement des capacités, formation, l'accès au financement. Je veux dire, Maître Cham, vous êtes quand même également avocat au barreau de Paris. Vous auriez pu travailler dans n'importe quel cabinet dans le monde. Vous êtes rentré en Guinée. Vous n'avez pas travaillé, à ce que je sache, dans un autre cabinet, mais vous avez fondé le vôtre. Pourquoi ce choix ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai exercé longtemps à Paris en tant qu'avocat inscrit au barreau de Paris, dans un cabinet français et puis après dans un cabinet américain. Et puis, j'ai décidé d'entrer. À l'époque, déjà le cabinet où j'étais ne voulait pas que je rentre. On a eu un nombre interminable de réunions pour me convaincre que je pouvais travailler de là-bas. Je pouvais passer 6 mois en Guinée, des choses comme ça. Et puis, par la suite, j'ai eu aussi des offres pour être notamment directeur juridique de filiales de groupes internationaux. J'ai refusé. D'abord, sur la question du retour, pour moi, ça a toujours été une évidence. Il fallait rentrer en Guinée. Je suis plus heureux quand je vis en Guinée. Donc, à la base, quand j'ai eu le baccalauréat, l'idée, c'était d'aller se former et directement après revenir. Mais il s'est trouvé que lorsque j'étais à Master 2, j'ai fait un stage dans un cabinet anglais qui est un cabinet du Magic Circle qui s'appelle Linklaters. Et lors de ce cabinet, j'ai vu la façon dont ils travaillaient. Et j'étais passionné, enfin il y avait de la passion, j'étais vraiment impressionné de la façon dont ils travaillent. Et je me suis dit, avant de rentrer chez moi et d'apporter quelque chose à mon pays, il faut que cette façon de travailler soit naturelle chez moi, la rigueur, la clarté et la précision. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé d'exercer pendant plusieurs années en France avant de rentrer. Et après, pourquoi l'entrepreneuriat? Tout simplement, quand j'étais dans ces cabinets-là, parce que tout est lié, j'avais identifié un besoin. Parce que les investisseurs internationaux, ils investissent beaucoup sur le continent africain. Et donc, on prend l'exemple, par exemple, d'un investisseur australien. Qu'est-ce qui se passait à la base? L'investisseur australien contacte un cabinet australien, qui lui-même contacte un cabinet anglais, qui était le hub des pays anglo-saxons, pour chercher quelqu'un. Le cabinet anglais contacte un cabinet français, et le cabinet français contacte l'avocat africain. Et donc, la quantité de travail était assez réduite. Et les avocats africains, il est vrai, n'étaient pas très habitués aux méthodes et aux standards internationaux que ces personnes-là demandent. Et donc, je me suis dit, j'ai identifié un besoin. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans ces cabinets. Pourquoi ne pas venir
combler ce gap-là. Pourquoi ne pas venir me positionner là-dessus? Et donc, j'ai travaillé là-dessus, essayé d'obtenir le maximum d'expertise, de compétences possibles avant de décider de rentrer. Et donc, c'est là, une fois que tu as identifié le besoin, tu as l'idée, tu travailles maintenant à la mise en œuvre. Et donc, j'ai passé à peu près 6 mois à préparer le retour. C'est important. Et puis après, en janvier 2017, j'ai décidé de rentrer. Et je considère jusqu'aujourd'hui que c'est l'une des plus bonnes décisions de ma vie, en fait. Magnifique. Mais c'est important de noter que vous avez quand même pris le temps de préparer le retour et qu'il y avait toute une logique. Vous n'êtes pas juste levé pour dire « bon, je suis avocat, je vais ouvrir mon propre cabinet ». Vous avez identifié le besoin, une sorte de business plan. Exactement. Parce qu'un entrepreneur, le premier truc, c'est qu'il faut identifier un besoin. Tous les entrepreneurs du monde entier, il faut identifier un besoin qui est existant, toutes les grandes entreprises. Et après, il ne suffit pas juste d'identifier, il faut bâtir quelque chose. Par exemple, pourquoi aujourd'hui le cabinet australien va contacter directement le cabinet guinéen ou l'investisseur va contacter directement? Parce qu'il faut bâtir une crédibilité après. Et comment on l'a bâti, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus sur la forme, sur la communication. Quelle image on donne au marché, sur la réactivité, la forme, mais aussi sur le fond. Parce que si on veut être la passerelle entre l'entreprise australienne directement à la Guinée, il faut montrer à l'entreprise australienne qu'on est capable de délivrer ce que le cabinet français ou le cabinet anglais donnait. Et donc, tout ça, c'est des choses qui se préparent, ce n'est pas du jour au lendemain. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est l'entrepreneuriat des prestations intellectuelles, mais ce qui veut dire que tout seul, malheureusement, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être expert du droit minier, du droit de l'énergie, du droit des infrastructures. Il faut trouver des personnes avec qui travailler. Donc, il faut les identifier, ces personnes-là aussi, parce que la valeur ajoutée que vous allez donner aux entreprises australiennes, chinoises ou turques, c'est tout ensemble. C'est le cabinet dans sa globalité. Très, très intéressant. Et quels sont vos défis majeurs que vous pouvez partager avec nous? Je sais qu'un entrepreneur classique dirait qu'il n'y a pas de défi, il y a des opportunités, en effet. Surtout dans un pays comme la Guinée. Moi, je dirais plus que c'est des étapes qui ont eu lieu. Première étape, c'est vrai qu'on constitue un cabinet, on n'a plus de revenus. Moi, j'étais dans un cabinet américain avec une situation très confortable, parce que les cabinets américains sont reconnus comme ceux qui payent le mieux dans tout le business des affaires, du droit des affaires. Donc, tu décides de rentrer, tu n'as pas de parachute. Et donc, la première étape, c'est de trouver des clients. C'est plus difficile parce qu'il faut que le premier client vienne. Et là, je me suis toujours dit, si le premier client vient, c'est fini. Parce que s'il ouvre la porte, je vais tellement bien le traiter qu'il va parler de moi, à sa femme, à son entourage, à tout le monde. Et ça va. Et c'est comme ça que vous voyez les choses. Exactement. La qualité, la façon dont on traite. Quand on voit l'exemple d'Amazon, effectivement, il y a certains effets négatifs, mais il place le client au centre de tout. Et cette qualité que tu délivres, matin, midi, soir, tu penses au client. C'est intéressant parce qu'en tant qu'avocat, on n'aurait pas pensé que le service à la clientèle était quelque chose d'aussi important. On se dit, bon, l'essentiel, c'est de gagner ou d'avoir ce qu'on veut. Non, il faut que le client soit content. Il faut que le client soit content. Il faut apporter cette plus-value qui fait que le client soit content, pour que le client parle de vous naturellement à tout son environnement. Moi, je me lève et je me couche en pensant à la satisfaction du client. Et je me dis même si le client n'est pas content, il n'est pas content du service qu'on lui rend, je ne veux même pas être rémunéré. Et c'est intéressant, je vais revenir là-dessus, mais deuxième défi, une fois qu'on dit ça, et je pense que c'est un défi que beaucoup d'entrepreneurs guinéens font état, c'est les ressources humaines, la formation. Et moi, je dis encore une fois, c'est des étapes parce que j'ai un exemple très important qui est quelqu'un avec qui je suis quasiment depuis le début, qui s'appelle Moussa Keita, qui a été formé exclusivement dans les universités guinéennes, mais qui avait cette volonté de réussir, de bien faire les choses, de faire du droit. Et moi aussi, de mon côté, j'ai pris du temps
pour le former, si on attend nécessairement que la personne vienne avec tout le bagage, c'est compliqué. Mais il y a ça aussi, donc c'est tout un travail qu'on mène. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux, on est presque une vingtaine. Et du coup, maintenant, on a des systèmes pour accompagner les gens. Même si c'est sur des années, une fois qu'on identifie, on les pousse. C'est parce qu'il ne faut pas juste dire que la problématique des ressources humaines relève de l'État. Si on est entrepreneur, à nous aussi de participer dans nos trucs. Donc vous contribuez quand même à ce renforcement de capacité. C'est très bien, il faut le souligner. Exactement. Et troisième étape aussi, c'est de se dire, toujours sur cette problématique des ressources humaines, qu'à un moment donné, moi, je n'ai jamais eu l'ambition d'être l'un des meilleurs cabinets d'avocats d'affaires guinéens. Et c'est vrai qu'on a eu des bons précurseurs, hein, Maître Modi Oumar Bari, Salimatou Diallo, Sidi Kissila, qui sont des gens très brillants et performants. Mais je me dis, ce que je veux être, c'est l'un des meilleurs sur le continent, en tout cas en Afrique francophone. Et ça aussi, pour moi, ça nécessite, parce que déjà, je vous disais, on ne peut pas être expert de toutes les branches du droit ici, mais on ne peut pas aussi être expert du droit guinéen, du droit sénégalais, du droit béninois, des choses comme ça. Donc, il faut travailler avec d'autres nationalités et ça, il faut leur donner aussi envie de venir rejoindre le cabinet. Donc, troisième étape, c'est vraiment bâtir l'image du cabinet. Quand on dit Cham et associé, à quoi on pense? Quelle est la première chose qui vient à l'esprit? Et quand on arrive à vendre une image au sein du marché et avoir un truc, surtout sur un segment de marché comme le nôtre, ça facilite beaucoup de choses. Très intéressant. Maître Cham, vous travaillez beaucoup au niveau du secteur privé, hein, entre autres. Quelle est votre lecture de ce qui se passe en ce moment et de la maturité que le secteur privé guinéen est en train... Comment est-ce qu'elle évolue selon vous? Elle évolue bien, mais elle pourrait mieux évoluer. Elle évolue autour de la force historique de la Guinée, qui sont notamment le secteur minier. Mais le secteur minier, malheureusement, ne peut pas tout faire. Elle est peu consommatrice en ressources humaines, 3% des emplois à peu près. Il faut qu'il y ait d'autres secteurs qui puissent arriver à le faire. Et ça, pour moi, il faut que toutes les parties prenantes s'unissent. L'État a son rôle à jouer. Les entreprises ont leur rôle à jouer. Moi, je donne aussi souvent l'exemple, quand je voulais rentrer en Guinée, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont déconseillé en me disant que actuellement, il manque, c'est une erreur, il n'y a pas de financement en Guinée, il n'y a rien à faire. Et de l'autre côté, parce que j'avais l'habitude de travailler avec des fonds de private equity, par exemple, qui m'appelaient et qui me disaient « Attends, mais nous, on a des fonds pour la Guinée, mais on n'arrive pas à trouver d'entreprises guinéennes qui arrivent à satisfaire aux critères. » Ça commence à s'améliorer un peu parce qu'on voit des entreprises guinéennes maintenant qui satisfont aux critères même de l'AFC, des choses comme ça. Mais ça a pris du temps. Et il faut que les investisseurs, le secteur privé, l'État se mettent ensemble pour travailler ensemble, pour permettre aux entrepreneurs de passer un cap. L'État avec différentes choses à mettre en place. Par exemple, là, bientôt sera mis en place le fonds de garantie de prêt aux entrepreneurs qui pourront avoir accès. Mais les entrepreneurs aussi ont un vrai travail de formalisation à mettre en place pour avoir accès au financement qui s'offre à eux. Et un mot de la fin, Maître Cham, à ces jeunes entrepreneurs qui vous regardent. Vous avez eu un rêve, vous avez eu la volonté, la rigueur, le travail de votre côté. Vous vous leur montrez que c'est possible de le faire. Quel serait votre conseil à ces jeunes entrepreneurs qui vous suivent? Premièrement, c'est du croire et de ne pas avoir de limite à ses ambitions. Moi, je suis un enfant de la classe moyenne guinéenne, 2 parents analphabètes du tout. Et j'ai réussi à me bâtir en ayant un brin de folie, parce qu'à la base, rien ne te prédestine à faire Assas, Harvard, la Sorbonne, à travailler dans les grands cabinets du monde, mais parce que j'ai eu cette ambition à la base. Et ce n'est pas parce qu'on est guinéen qu'on ne peut pas arriver ou qu'on ne peut pas faire ça. Au contraire, donc il faut y croire. Et après, il y a nécessairement du travail. Il y a nécessairement beaucoup de boulot. Il ne suffit pas juste de le vouloir. Il faut vraiment mettre en œuvre les différents trucs. Et il faut que notre jeunesse soit consciente qu'avec le travail,
on peut arriver à plein de choses. Avec le travail. Merci beaucoup, Maître Cham. C'est moi. C'est un plaisir de vous écouter, un plaisir de discuter avec vous. Nous avons reçu pour vous Maître Baba Hadi Cham. Il est avocat au barreau de Guinée et de Paris. Nous vous l'avons dit, il est le fondateur et le gérant associé de Cham & Associates. À très bientôt dans un prochain numéro des Jeudis de l'entrepreneuriat.